Bonjour, en ce beau samedi après-midi. Bienvenue à cette table ronde intitulée « L'amour décolonial ». Mon nom est Pascal Rowe et j'aurai le plaisir de vous accompagner pour les 45 minutes prochaines. Cette activité est présentée en codiffusion par Kwayatonk et la Maison de la Littérature dans le cadre du 13e Salon du Livre des Premières Nations, une présentation de TELUS. Réalisée par Kwayatonk, l'édition 2024 est rendue possible grâce à l'appui financier des partenaires suivants: Acier Owishta, le CN, Inergex Énergie Renouvelable, Hydro-Québec, la Caisse des Jardins de Wendake, OKT Law, le Conseil des Arts du Canada, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la SODEC, la Ville de Québec et Wendake. L'amour décolonial. Depuis que l'humanité raconte des histoires, elle accorde à l'amour une place de choix, qu'on parle de tragédie ou de comédie. On peut se demander s'il est encore possible d'écrire quelque chose de nouveau sur le sujet. Mais comment faire pour sortir des carcans établis? Peut-on faire se rencontrer le récit dans l'intime et l'écriture décoloniale? Et surtout, est-ce une voie possible pour accéder à une humanisation que les systèmes dominants refusent encore aux Premières Nations? C'est un gros sujet. Mais avant de plonger dans le cœur du sujet, j'aimerais vous présenter nos auteurices. Tout au bout, Moira Wachteskun Bacon, Pekwa Kami Ulnu de Mastoyach. Moira a grandi dans sa communauté et dans la ville de Saguenay. Après des études en droit à Montréal et plusieurs expériences dans les milieux universitaires, communautaires et professionnels, elle a finalement cédé à la petite voix de son cœur et a fait un certificat en création littéraire à l'UQAM, dans l'espoir d'écrire pour la jeunesse. Elle travaille comme animatrice d'ateliers de littérature pour les enfants dans un organisme à but non lucratif et habite à Tiotake, Montréal. Publié aux éditions Anénorak en 2023, son premier roman jeune adulte, Envole-toi Migun, s'est mérité une place de finaliste au prix littéraire du gouverneur général 2024. Bienvenue. Juste à côté de moi, Alexis Volant. Alexis est pianiste, baryton, compositeur et poète originaire de la communauté Innu de Pessamit. Il a reçu plusieurs récompenses pour ses activités musicales qui ont débuté en 2004 alors qu'il n'avait que 4 ans. Je me sens vieux quand quelqu'un est né, pas avec un chiffre 1900. Après avoir étudié le piano classique à l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver, il revient à Québec pour étudier en droit à l'Université Laval. Son premier recueil de poésie, Nipi Napunan, est paru aux éditions Anénorak en 2023. Et enfin, Marie-André Gill au milieu. Originaire de Mastoyach, Marie-André Gill est poète et écrivaine, détentrice d'une maîtrise en littérature. Elle utilise la poésie à la fois comme un acte politique et un geste de gratitude face au monde, ses défis et sa beauté. Elle a publié 3 recueils de poésie, tous chez La Peuplade, Béante en 2012, Frayé en 2015 et Chauffer le dehors en 2019. Son mémoire de maîtrise en lettres, présenté en 2019, est intitulé « Chauffer le dehors », suivi de « Amour transpersonnel et décolonial », comme vous le voyez en plein dans notre sujet. L'autrice signe également de nombreuses contributions dans des revues et des collectifs, dont le Cœur Réflexe, Wapke et plus récemment Cœur, machine à présence poétique. Donc après ces longues présentations, j'aimerais que nos 3 auteurices nous parlent un petit peu, chacune, de leurs œuvres, de la démarche qui a conduit à leur écriture et de l'angle sous lequel l'amour y est abordé. Vous avez 45 minutes. Qui veut se lancer? OK, vu que je suis au bout, je vais commencer. Dans le fond, c'est ça, mon premier roman, Envole-toi Migun, est un livre qui s'adresse aux ados principalement. Je dis principalement parce que tout le monde peut le lire, évidemment. Peut-être pas les plus jeunes, mais 14 ans et plus, je dis souvent. Ça raconte l'histoire de Migun, qui est une jeune ado de 15 ans, qui a grandi en communauté, puis qui a dû déménager en ville pour suivre sa mère qui avait un travail là-bas. Puis elle se retrouve dans un milieu très différent de celui dans lequel elle a grandi, dans un milieu homogène alloctone. Donc, elle commence à se dire que la personne différente, c'est elle. Puis, elle a vraiment de la difficulté à s'intégrer à ce milieu-là. Donc, elle se dit qu'en étant
moins Innu, moins elle-même, elle va s'intégrer à ce milieu-là. Évidemment, on se rend compte que c'est pas la solution. Puis, en fait, comment l'amour est abordé là-dedans, il y a... on suit un peu Migun à travers un sentiment de désamour d'elle-même, vraiment une honte par rapport à son identité. Puis, c'est quelque chose que je tenais à représenter dans ce livre-là parce que je pense que c'est une réalité partagée par plusieurs jeunes qui ont grandi en communauté puis qui ont déménagé en ville ou qui ont grandi en ville uniquement. Migun, c'est mon expérience, mais c'est aussi un amalgame des expériences de personnes avec qui j'ai discuté, qui ont ressenti aussi ce sentiment-là de déchirement identitaire, de déchirement culturel. Mais à travers le livre, on suit Migun dans sa quête de réapprendre à s'aimer elle-même, réapprendre à s'accepter. Puis, donc, il y a cet aspect-là de l'amour, mais en plus de ça, Migun, non seulement elle est autochtone, elle est Innu, mais en plus, elle commence à ressentir une certaine attirance envers une camarade de classe. Et Migun s'identifie au genre féminin. Donc, elle commence, non seulement elle est autochtone, mais en plus, elle serait possiblement lesbienne. Donc, un double stigmate qui la différencie de ses camarades de classe qui sont toutes des filles très qui affichent beaucoup leur hétérosexualité, leur attirance envers les garçons qui est très normalisée dans son école. Donc Migun, en plus d'avoir honte de son identité comme Innu, elle a honte de son attirance envers une camarade de classe. Donc, elle a vraiment de la difficulté à faire la paix avec tout ça, puis on la suit un peu dans tous ces déchirements-là. Vous parlez de déchirement, mais en même temps, c'est un roman qui est assez lumineux tout du long. Oui, en fait, je me permets d'en dire, de voler quelques punchs parce que je pense que le savoir puis le lire, c'est quand même deux choses différentes. Mais Migun, à mi-chemin un peu dans le livre, retourne dans sa communauté. Puis je pense que c'est dans sa communauté qu'elle voit qu'elle se réapproprie son identité, qu'elle voit que son identité, sa culture, elle est belle. Puis elle retrouve un peu la fierté d'y appartenir. Donc ça commence ça commence très sombre, mais on accompagne Migun dans son envol. Alexis, de quelle façon l'amour est abordé dans votre œuvre? De différentes façons. Tout d'abord, à travers cette jeune femme-là que j'ai un peu, si on veut, inventée de toutes pièces, là, elle n'a toujours pas de nom. Cette jeune femme-là qui est le personnage principal du recueil, si on veut, qui quitte la communauté, ben, c'est un peu ce que Moira disait, c'est quelqu'un qui quitte la communauté à un certain âge pour aller étudier ou aller travailler, peu importe, et qui se trouve un chum alloctone de Montréal. Puis, c'est un gars qui est gentil, mais il est bizarre un peu. Il est un peu... je pense que comment que Annie Norack l'a décrit dans la 4e de couverture, c'est qu'il est désireux de vivre l'exotisme des Premières Nations. Puis c'est quelque chose que je voulais raconter parce que cet amour-là, qui est très fort pour elle, évidemment, elle est amoureuse de son copain, puis ben c'est ça, elle l'aime, puis je pense qu'on peut présumer qu'ils ont une relation quand même solide, mais il y a aussi ce malaise-là au niveau identitaire entre le fait de je viens d'une réalité, tu viens d'une réalité différente. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réalité, mais on vient de deux endroits différents et peut-être que tu essayes de venir voir dans mon jardin, pas toujours pour les bonnes raisons. Puis je pense que c'était dans le but de parler. Puis ça je dis souvent aussi, là, on parle de colonialisme beaucoup à des échelles tellement plus grandes que nous. On
on entend toujours parler de colonialisme à des niveaux, je sais pas, tu sais, en termes de politique, en termes institutionnels, les pensionnats et tout ça. C'est important d'en parler. Et mon but, c'était de parler de qu'est-ce qui peut arriver entre nous, entre individus. Est-ce qu'il y a des rapports qui peuvent être coloniaux entre nous? Bon, ça, c'est une grosse question, mais moi, j'en ai aucune idée, là, mais c'était mon but d'en parler dans ce recueil-là et de parler, c'est ça, des dynamiques entre la jeune femme et son copain. Donc oui, je dirais que le recueil, c'est ça, le recueil est centré beaucoup sur l'amour, puis même chose, maintenant que tu viens de parler de ton projet, ça ferait moi, je dis, mon Dieu, on a des projets qui sont très similaires. Tu sais, c'était un peu mon histoire aussi, tu sais, j'ai vécu des relations dans ma vie, puis tu sais, avec du recul, je suis plus capable d'identifier aujourd'hui des éléments de ma culture, des éléments de mon identité que j'ai perdu avec le temps, avec lequel j'ai dû renouer, si on veut. Puis, et c'est ça. Donc, c'était vraiment dans le but de parler de tout ça, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vivent cette histoire-là. Puis, c'était pour eux, c'était pour nous tous. Marie-André me regarde en souriant. L'amour est particulièrement présent dans votre dernier recueil, Chauffer le dehors, qui faisait aussi partie de la partie création littéraire de votre mémoire de maîtrise, que j'ai lu au complet. Et Merci. avant peut-être de parler de votre œuvre, je vais vous montrer que j'ai bien fait mon travail. J'avais retenu une citation en particulier. Je choisis de mettre ensemble la langue de mes pensées et de mes origines au service d'une écriture parfois poétique, parfois narrative, en essayant d'adapter certains codes plus littéraires, tout en gardant présent la réalité et la pensée ronde, holistique qui me traverse. C'est pour cela que je m'approprie le concept d'amour décolonial, c'est-à-dire de laisser libre cours à une vision de l'amour englobant, celle du territoire et des valeurs ancestrales qui y sont reliées. Il permet de me situer dans ce que je suis et non pas uniquement dans ce à quoi on s'attend de moi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce dont il est question, déterminer ce qu'est l'amour décolonial dans le contexte de votre écriture? OK. Ça fait longtemps que je ne me suis pas plongée, c'est ça, dans le mémoire et tout ça. Mais avant, je voulais juste dire que j'ai adoré Nipinapunan puis Envole-toi Miigwech. Je vous recommande fortement si vous ne les avez pas lus encore. Puis je trouve qu'on se rejoint tous vraiment là-dedans, dans le sens que c'est en partant un peu de notre communauté qu'on a réussi à se rendre compte de la richesse de notre communauté. Puis moi, ça part de là aussi, l'écriture s'inscrit vraiment dans le départ. C'est comme ça, on peut voir, c'est en étant plus loin qu'on voit les dynamiques, puis qu'on voit justement les rapports coloniaux qui sont oui, dans le politique puis le plus grand, mais aussi beaucoup dans l'individuel, puis dans les rapports relationnels, dans les rapports amoureux même. Puis le concept d'amour décolonial, c'est ça, je trouve qu'il est difficile à attraper. C'est quand même quelque chose c'est un concept qui est très large, puis qu'on peut utiliser de toutes sortes de façons, mais finalement, je pense que c'est que deux êtres qui sont brisés d'une certaine façon par le colonialisme à cause des dictats de la société, par exemple. C'est ça, traditionnellement, mettons dans la religion catholique, etc., il faut être un homme puis une femme, il faut se marier, etc. On vient quand même de là depuis longtemps. Mais quand on dit non au colonialisme, on dit aussi non à toutes ces formes-là d'amour qui sont un peu fermées, refermées sur elles-mêmes, que ce soit amour amoureux ou familial ou amitié, tout ça. Tout le relationnel, dans le fond, est à repenser. Fait que pour moi, l'amour décolonial, c'est en gros, c'est de repenser nos relations entre nous, repenser nos relations aux vivants, repenser nos relations au territoire de façon réciproque. Parce que qu'est-ce qui se passe en ce moment avec le colonialisme? Tout ça, c'est on s'éloigne toujours du vivant, on s'éloigne de ce qui nous fait, tu sais, puis on devient comme de plus en plus chacun pour soi, tandis que c'est le contraire. Il faut vraiment aller vers, pas juste les autres, aller vers aussi... par exemple, Nutschmidt, cette entité-là vivante qui nous amène beaucoup de réponses, d'autres rapports entre soi et
les choses. Je dis choses, mais par exemple, tu sais, en Innu-Aïmoun, tu sais, ça ne serait même pas des choses, ça serait des gens, tu sais, les animaux, tout ça, tu sais, les insectes, les arbres pourraient être considérés comme des personnes aussi à part entière. Fait que je sais pas si c'est tout ça que je réussis à aborder dans ce que j'écris, mais de plus en plus, j'arrive à formuler ce sentiment-là profond que c'est ça un peu l'amour décolonial. Sinon, comment je l'inscris, moi, dans ma pratique, c'est vraiment par l'intimité aussi. Tu sais, moi, comme vous deux, j'écris beaucoup par rapport à moi, ma vie, mes expériences, tout ça. Puis comment déconstruire, comment se réinscrire aussi comme femme Innu dans la société aujourd'hui, comment proposer d'autres visions, d'autres façons d'être, mais aussi juste se laisser être, essayer de s'accepter, même si parfois, justement, cette relation-là est brisée avec, par exemple, les traditions ancestrales, bien, d'accepter que c'est ça en ce moment, puis qu'il y a des choses qui ne reviendront pas, puis de ne pas se sentir coupable de ça aussi. Je trouve que c'est important, mais bon, il y a comme plein de liens que je pourrais faire, là, mais on pourra peut-être continuer à la prochaine question. Donc, dans le fond, l'amour décolonial va bien au-delà de la simple relation amoureuse telle qu'on la conçoit généralement quand on parle d'amour. Puis j'aimerais entendre Alexis et Moira, est-ce que vous avez une définition de l'amour décolonial ou est-ce que justement ce concept échappe à toute définition et en fait voudrait échapper aux définitions? Moi, j'avais même pris des notes tellement que je trouve que c'est dur à nommer tout ça. Oui. Ben, en fait, si je peux... ben, le travail de Marie-André, puis ce que Marie-André écrit, puis tu sais, elle vient de mentionner aussi dans son écriture, tu sais, il y a beaucoup de concepts tu sais, c'est de l'écriture que moi je trouve très intime aussi, c'est de l'écriture auquel je peux m'identifier beaucoup dans cette intimité-là, puis je pense que l'amour que moi, personnellement, j'ai pu vivre dans ma vie, que ce soit au niveau familial, au niveau amical, au niveau amoureux aussi, dans une certaine mesure. Je pense que c'est ça, il y a eu une mention de ça aussi. Tu sais, moi, j'ai senti beaucoup d'attentes. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent beaucoup d'attentes et peut-être même des fois de certaines directions. Et très définitivement, ben là, moi, je suis un auteur queer, je suis un auteur homosexuel, puis, tu sais, dans la communauté gay, définitivement, on a beaucoup d'éléments c'est ça, des attentes, ou même des fois, tu sais, c'est comme pas drôle, tu sais, si on finit sur Grindr, mon Dieu Seigneur, je sais pas pourquoi je parle de Grindr, là, mais ouais, mais tu sais, si tu finis sur Grindr, il y a quasiment des instructions, tu sais, il y a des affaires tu peux dire, des affaires tu peux faire, des affaires il ne faut pas faire, tu sais, des affaires de même. Puis je commence à beaucoup me rendre compte, en tant que membre de famille, en tant qu'ami, mais aussi en tant qu'amoureux, j'essaie comme de créer un peu ma petite définition de, pas juste l'amour décolonial, mais d'amour en général. Puis je pense que ça, en quelque sorte, que ce soit dans mon écriture ou dans ma vie de tous les jours, j'essaie tout simplement de décoloniser mes relations amoureuses. Puis amoureuses, comme on l'a dit quelquefois, pas juste de façon romantique, mais at large. Puis je crois, j'ai pas beaucoup de regrets par rapport à Nipinapunan. C'est un recueil qui m'a apporté énormément de belles choses. C'est un projet qui a un peu changé ma vie, mais j'aurais peut-être aimé ça. S'il fallait que je le réécrive aujourd'hui, j'aurais peut-être donner un petit coup de plus sur peut-être cette idée-là de ce qui se passe entre cette jeune femme-là et cet homme-là qui, en soi, moi, en tout cas, c'est une relation que je trouve très coloniale. Puis cette jeune femme-là ne va pas nécessairement chercher à se sortir de ce cadre-là. Et c'est ça. Si c'était pour écrire aujourd'hui, je pense que j'aimerais aller explorer un peu dans sa guérison qu'est-ce qu'elle ferait pour pouvoir créer une expérience nouvelle
Moi, je pense qu'elle devrait le laisser là, son chum, premièrement. Là, je pense que c'est pas nécessairement... ouais, c'est ça. Ouais, non, je pense pas que j'aime cette relation-là. Mais en tout cas, mais s'il fallait que, tu sais, en tout cas, j'aime des fois imaginer sa vie, tu sais, comment elle a continué à vivre, que ce soit dans mon imagination, dans l'imagination des lecteurs. Puis définitivement, j'aurais aimé ça donner un petit coup de plus. Mais c'est ça. Puis Grindr, je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Vous parliez des attentes que les gens ont pour vous en tant qu'écrivain autochtone, queer. Est-ce que vous aviez l'impression qu'on attendait, par exemple, que vous écriviez sur une relation gay au lieu d'une relation hétéro? Est-ce que ça a surpris les gens? Est-ce que c'était volontaire de sortir de l'image de « je suis gay, donc forcément je parle d'affaires gays » Je parle beaucoup d'affaires gays, là, mais pour ce projet-là en particulier, je pense que oui, il y avait un peu de ça. Mais ce qui a beaucoup surpris les gens, ce que je recevais le plus comme commentaire, c'est le fait que j'ai pris la voix d'une femme. Ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé beaucoup, puis ça m'a pris du temps de trouver vraiment une réponse avec laquelle moi aussi j'étais satisfaite, mais je pense que le but premier, c'était pas de raconter mon histoire, c'était pas de raconter ce que moi, Alexis Volant, j'ai vécu en amour, puis c'était pas nécessairement, bon, là, on est juste entre nous, on est une petite gang ici. Je peux vous le dire que, tu sais, je veux dire, tout ce qu'il y a dans le livre, tu sais, ça a été des expériences personnelles, des expériences que j'ai vécues, mais je voulais raconter l'histoire de plein de gens. Il y a plein de gens qui vivent ça, c'est ce qui se passe dans l'Ipinapunan, de devoir jongler avec des différences identitaires. Puis, tu sais, c'est pas la fin du monde, mais tu sais, ça peut être quand même complexe au niveau psychologique à vivre. Fait que, au début, c'est ça, le but de prendre la voix d'une femme. Et aussi, c'était dans le but un peu de peut-être pas être trop rigide par rapport au genre, dans le sens que, bon, j'ai vécu à Vancouver, on l'a mentionné, puis quand on parle de binarité ou de non-binarité, de questions d'identité de genre, en anglais, je trouve ça un peu, je dis ça un peu à regret, mais personnellement, j'ai toujours trouvé ça plus facile dans un environnement anglophone de dealer avec différentes questions de genre et de binarité ou de non-binarité qu'en français. Et je voulais comme juste faire ce que je pouvais pour essayer de ne pas, justement, suivre une attente. Bon, là, je suis un homme gay, il faut que je parle d'affaires gays. Ben non, finalement, j'ai pris un couple hétéro, mais à travers la perspective d'une femme, ben ça a peut-être créé un chemin auquel on ne s'y attendait pas, mais là, les gens se mettent à y penser. Les gens se mettent à y penser, puis on le sait parce qu'ils viennent me voir pour me dire « Pourquoi tu as fait ça? » Ben là, tu vois, ça travaille les lecteurs, puis je pense que c'est ça qui m'a plu dans ce projet-là, puis c'est ça. Fait que oui, définitivement, des attentes que j'ai peut-être pas remplies, mais en même temps, je pense que c'est un projet que les gens aiment. Donc, je suis content. Mais c'est peut-être une façon justement d'aller au-delà des stéréotypes qu'on attend. Ça fait partie de cet amour décolonial. On va là où personne n'attend qu'on aille. Moira, vous avez eu le temps de réfléchir? La première question, c'était quoi déjà? Est-ce que ça devrait être défini? Ou est-ce que l'amour décolonial est quelque chose de fluide qui devrait, je ne sais pas moi, un amour décolonial par autant de personnes qu'on a à y réfléchir? Oui, d'ailleurs, tu viens de dire un terme que j'aime beaucoup, fluidité. C'est vraiment, moi, je tiens vraiment à ma liberté comme personne, ma liberté comme entité dans l'univers, mais je trouve que, d'ailleurs, c'est le message que je communique dans Migoun, donc briser les barrières qui cloisonnent les choses en catégories dans nos têtes, puis nous permettent d'explorer différents aspects de notre identité, puis par exemple, dans Migoun, on parle de la sexualité, homosexualité, hétérosexualité. Être l'un n'exclut pas l'autre, être l'un n'empêche pas l'autre. Puis, il y a aussi le même enjeu concernant l'identité. Inou, être moins nous, se sentir moins nous. C'est vraiment le message principal que je voulais communiquer dans Envole-toi, Migoun. Mais dans le fond, pour revenir à l'amour décolonial, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que je pense que l'amour décolonial, c'est
se permettre d'aimer en suivant son cœur sans se sentir comme cloisonné par les modèles préétablis, par les attentes aussi. Moi, particulièrement ces derniers temps, je m'intéresse beaucoup aux modèles de relations non traditionnelles. Par exemple, on parle de... je me suis intéressée aux partenaires... aux partenaires platoniques, aux relations polyamoureuses. Puis je trouve que c'est vraiment... puis quand j'ai réfléchi, je trouve que je me sens un peu moins claustrophobique dans... c'est possible de créer des relations autres que celles qui sont tellement mises de l'avant, tellement mises... comme je ne critique pas ces relations-là, évidemment, mais admettons, moi, personnellement, juste me penser dans une relation avec un partenaire pour la vie, avec qu'on a nos enfants, puis c'est notre cellule à nous. Moi, ça me cause un certain sentiment claustrophobique, fait que me permettre de réfléchir puis d'explorer d'autres modèles de relations qui me permettraient d'exploiter la façon que je peux aimer, les différentes façons que je peux aimer. Je pense que c'est ma manière un peu de décoloniser l'amour, surtout que ces modèles-là qui sont traditionnels, conventionnels, ils ont beaucoup été, je pense qu'on l'a dit tantôt, imposés en quelque sorte par la colonisation, par le modèle catholique et tout ça. Donc, oui, c'est ça, ce serait ma réponse. Bien, je peux continuer là-dessus parce que je trouve que Moira elle parle bien de tout ça. Puis, comme tu disais aussi, Pascal, il y a différentes définitions, c'est ça, de l'amour décolonial qui sont très personnelles parce que c'est chacune de nos histoires. Dans le fond, chacune de nos histoires qui sont racontées sont politiques. D'une certaine façon, le personnel est politique aussi. Puis juste le fait qu'on se réapproprie nos histoires à notre façon, puis aux façons inouïes aussi d'être. Tu sais, par exemple, moi, je sais que tu sais, dans ce que j'écris, il y a beaucoup d'autodérision. Tu sais, par exemple, je parle d'une peine d'amour, puis après ça, je ris de moi d'avoir autant de peine. Je suis comme, ben voyons, donc à croire que tu pleures sur le tapis. Là, tu sais. Fait qu'il y a comme, mais ça, je sais que c'est très inouï, l'autodérision. Tu sais. Fait que, mais de pas... c'en est une façon... Juste de raconter nos histoires, c'est un geste décolonial, parce que cette parole-là, c'est récent qu'on l'a. Tu sais, là, maintenant, il y a un salon du livre des Premières Nations, mais on retourne pas si longtemps en arrière, puis on entendait juste des gros clichés, des gros stéréotypes sur toutes les Premières Nations. Fait que justement, aussi, comme Alexis disait, il faut aller là où ce que les gens nous attendent pas. Souvent, les gens sont comme « Ah, on veut qu'ils parlent de plumes, eux autres, là, tu sais, on veut qu'ils parlent de leurs ancêtres. » Tu sais, c'est comme... des fois, c'est ça. Mais puis c'est super de le faire. Il y a plein de monde qui le font. Ils le font super bien, mais il n'y a pas juste ça. Tu sais, il y a des écritures qui sont contemporaines. Il y a des gens qui vivent des relations amoureuses aujourd'hui puis qui ont envie de parler de ça. Puis on peut aussi le faire. Mais souvent, la société dominante, on dirait... s'attend qu'on reste figé dans le passé. Il ne faut pas qu'on l'oublie, notre passé, c'est vraiment... Ça, c'est sûr et certain. Il y a tellement de monde qui l'écrit vraiment bien, mais il faut être fier d'écrire aussi d'autres choses, puis on est qui aujourd'hui? Nous autres qui a été un peu des survivants aussi, de nos parents, nos grands-parents qui ont vécu des gros traumatismes, tout ça. Comment on le vit, nous, aujourd'hui. Puis juste le fait de l'exprimer, d'être écouté, d'être reçu là-dedans, d'être validé, c'est ça qui permet de mettre des nouvelles façons d'être au monde. Puis je trouve que justement, le mouvement queer, mais plus indie queer, là, surtout dans le milieu anglophone, dont Joshua Whitehead, Billy Ray Belcourt, tous les autres, tout ce qu'ils sont en train de poser, je trouve tellement que c'est révolutionnaire parce que justement, ils les assument, ces nouvelles façons-là d'être au monde, puis des façons qui existaient avant. J'imagine, en tout cas, à ce que j'ai entendu, avant, dans les communautés, c'était vraiment, il y avait une fluidité. Avant que
le catholicisme, le colonialisme arrive, c'était vraiment différent. Puis là, de ramener ça, puis d'enseigner ça aux jeunes que c'est possible, c'est très guérisseur. Fait que c'est ça. J'allais juste rebondir sur ce que vous dites, parce que quand on m'a présenté le thème de la table ronde, l'amour des coloniales, moi, j'ai pas lu ton mémoire de maîtrise. Je voulais vraiment le lire hier soir, mais T'étais motivé? T'avais rien à faire vendredi soir? Non, mais après, c'est ça, je me suis rendu compte que j'avais peut-être envie d'aller me coucher. Puis, tu sais, la première affaire qui m'était venue en tête, juste avec le titre du thème, c'était d'éplucher jusqu'à ce qu'on retrouve un peu de quelle façon est-ce que nous, les Inuits, on s'aimait avant la colonisation. Puis, je parlais de ça avec Billy Ray puis Joshua pour un peu avant le concert qu'on avait fait hier. Moira était là aussi. Puis, il y avait une chercheuse, elle s'appelle Alex Wilson, puis elle avait écrit un article, ça s'appelait Skirting the Issues. Puis elle, dans le fond, elle parlait beaucoup de la décolonisation du genre. Comment est-ce que l'identification au genre féminin, au genre masculin, comment est-ce que la colonisation et surtout l'assimilation ont peut-être eu un rôle à jouer dans des choses qu'on a peut-être perdues. Il y a plein de nations au Canada, puis il y a eu plein de façons différentes de s'identifier un genre ou un autre autrefois, mais la perte de la notion de two-spirit, bispiritualité, des choses comme ça, des trucs qui reviennent, moi, c'est un peu la même chose, mais par rapport à l'amour, tu sais, comment est-ce qu'on s'aimait avant l'Église? Comment est-ce qu'on s'aimait avant que tout ça se produise? Puis, je suis sûr qu'il y a des gens dans la salle qui auraient de meilleures réponses que moi, mais j'essaie de m'imaginer comment ça se passait. Puis, c'est un peu l'élément de réponse que j'allais donner au début. Puis, j'essayais de peut-être réfléchir à comment est-ce qu'on peut ramener ça aujourd'hui. Tu sais, Moira aussi en a parlé avec les relations plus... les relations moins typiques, moins stéréotypées. Tu sais, est-ce qu'il y a une façon de retourner à des façons de s'aimer qui sont peut-être moins acceptées aujourd'hui, mais qui ont existé bien avant que quiconque arrive ici. En tout cas, c'est ça que je voulais rajouter. Je trouve ça intéressant, vraiment. Ouais, des façons d'aimer qui ressemblent à celles de nos ancêtres, mais aussi qui sont plus compatibles avec notre manière d'aimer aussi. Oui. Non, absolument. Puis des fois, je raconte des affaires. Mettons, ça arrive, je trouve ça bizarre, mais je l'ai remarqué, ça arrive souvent. Mettons, je vais raconter une affaire à mes amis. Tu sais, mettons, mes parents, je sais pas. Hey, mon Dieu Seigneur, il n'y a personne de ma famille ici. OK, excusez. Levez la main si vous êtes dans sa famille. OK, c'est bon. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, je vais raconter une histoire de famille qu'on a. Tu sais, ça arrivait plus au secondaire. J'allais au petit séminaire, là, tu sais, fait que c'était quelque chose. Mais, tu sais, des fois, tu racontes une histoire de famille, puis là, le monde qui t'écoute sont scandalisés, sont comme, ben voyons donc, genre, c'est quoi cette histoire-là? Puis, que ce soit juste dans les relations de filiation ou dans la relation conjugale, tu sais, je remarquais qu'il y a des affaires qui choquaient les gens, puis tu sais, ma mère, elle me disait, c'est parce que c'est des Blancs, là, tu sais, ils comprennent pas, puis tout, puis tu sais, mais tu sais, moi, je voulais creuser un peu plus, dire, mais pourquoi? Je trouvais ça intéressant qu'il y ait des choses qui nous scandalisent, des gens qui scandalisent les autres, mais... C'est ça, des fois, on a juste des façons différentes de faire. Peut-être les Inuits s'aiment de façon différente. Peut-être, tu sais, puis il y a des gens dans le monde qui s'aiment aussi de façon différente. En tout cas, je trouve ça cool. Et donc, de quelle façon, en écriture, on aborde ça? Est-ce que parce que là, vous avez des œuvres publiées, j'imagine que vous travaillez sur d'autres choses. Les écrivains travaillent toujours sur quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qui va revenir? J'ai l'impression que Marie-André, de toute façon, c'est au cœur de votre démarche. Puis vous parliez aussi beaucoup dans votre mémoire du rapport au territoire et que l'amour décolonial est quelque chose de global, effectivement pas juste avec les êtres humains, mais aussi avec les animaux non humains, avec la nature, avec tout l'environnement. J'imagine que ça apparaît encore en même temps, je ne sais pas sur quoi vous travaillez actuellement, mais j'ai du mal à... C'est vraiment un thème tellement difficile, j'ai du mal à poser mes questions parce que je ne sais pas où je m'en vais non plus. C'est comme une espèce de territoire vierge.
C'est comme en amour, on ne sait jamais où est-ce qu'on s'en va avec ça. Là, c'est pour ça, il n'y a pas de définition à l'amour. Il faut comme se laisser porter. Fait que dans notre discussion, comme ça, on se laisse aussi porter parce que qu'est-ce que ça nous inspire. Puis je pense que c'est exactement là qu'il faut être. Puis justement, c'est ça que je travaille, justement. Je trouve que tu touches à un sujet qui, en tout cas, moi, qui m'intéresse beaucoup, qui est... c'est ça, une façon d'être au monde, une façon aussi d'accepter le monde tel qu'il est en ce moment, même s'il n'est pas parfait, même s'il y a des choses qui ont été perdues par rapport à notre culture, mais il y a plein de choses qui naissent aussi. Quoi faire avec ça? En tout cas, en écriture, pour moi, c'est vraiment de repenser la relation au monde, repenser la relation au vivant. Puis, tu sais, souvent, en ce moment, dans mon écriture, je suis très méta. Là, tu sais, je regarde, on dirait, j'essaie de regarder notre monde comme de haut, puis essayer de comprendre les dynamiques comme si c'était un jeu de société. Là. J'essaie de regarder qu'est-ce qui se passe. Puis, c'est ça, c'est vraiment... je ne sais pas où je m'en allais avec ça, bien sincèrement. Oui, Moira, continue donc là-dessus. Mais avant ça, j'aimerais, dans votre mémoire, vous parler de réinscription. Oui. Qu'est-ce que c'est que la réinscription dans Attends cette... peu, je l'ai réécrit tantôt, là, parce que je m'en souvenais plus. Hein? Oui, bien, je vais vous avouer que moi, avant de venir aussi, j'ai relu mon mémoire, parce que je m'en souvenais plus. Ça fait déjà une couple d'années, puis j'étais comme, bon, c'est quoi donc la réinscription? Hey, j'ai bien fait de leur lire, regarde, j'ai pris des notes sur mon propre mémoire. Je me souviens plus de mon mémoire non plus, ça fait plus que 20 ans. Fait que... Oui, c'est ça. Bon, tout est chanceux, on ne pose pas de questions aujourd'hui. Oui, c'est ça, la réinscription, j'avais écrit, c'est réécrire l'histoire. Bien, je l'ai dit tantôt, dans le fond. Réécrire l'histoire, créer une histoire. De reprendre, dans le fond, notre pouvoir créateur par rapport à nos histoires. Puis c'est aussi changer la place de la personne subordonnée, de changer la place de la personne qui a comme été mise... la nation, dans le fond, les Premières Nations que longtemps on a été mis de côté, là, maintenant, de reprendre, c'est ça, cette parole-là, c'est l'acte le plus décolonial en soi. Puis par rapport à... c'était ça, la réinscription, comment se réinscrire aussi dans l'écriture du présent aussi, là, c'est comme je le disais, je trouvais ça très important, aussi dans l'écriture du care envers les autres, envers soi. Puis, ce que j'ai dit d'intelligent, sinon, dans cette mémoire-là, là, je ne sais plus. C'était beaucoup des citations de d'autres personnes qui m'inspiraient. Tu sais, je ne sais pas si vous connaissez la chercheuse Leanne Beta-Samosake Simpson. Je l'adore. Tu sais, puis dans ses livres, je pense que c'est elle qui arrive le plus à nommer c'est quoi ça. Tu sais. Puis elle l'explique vraiment bien. Puis ce qui est fou avec son travail aussi, c'est que, ben oui, en plus, tu l'as amené, ta barouette. Bravo. Mais aussi, il y a Danser sur le dos de notre tortue, que là, elle explique vraiment plus les concepts, puis est allée parler à des aînés dans sa communauté pour aller chercher c'est quoi la philosophie. Elle est Anishinaabe, puis c'est quoi la philosophie qu'il y a à transmettre des aînés de sa communauté, mais qui n'est pas dans les livres. Tu sais, c'est pas quelque chose qui va s'écrire ou se conceptualiser facilement, mais c'est quelque chose c'est une façon d'être au monde. J'arrive pas à l'expliquer autrement, mais elle a dit que l'amour décolonial, c'est un modèle d'amour qui permettra la reconstruction de relations validant et affirmant celles qui ont été perdues dans les rapports coloniaux entre colons et autochtones. Fait que c'est vraiment de se refaire, d'accepter qu'il y a des choses qui sont perdues, d'accepter qu'on crée des nouvelles réalités. Il y a comme c'est vraiment une pensée très, très globale qu'elle nous propose que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas, est-ce que tu l'as-tu lu? Tu connais-tu un peu son travail? Mais je pense que ça aide vraiment à comprendre qu'est-ce qu'on fait, nous. Puis la nation Anishinaabe, ça ressemble beaucoup aussi aux mots en Innu-Aimun, tout ça. Fait qu'il y a vraiment plein de rapprochements à faire sur les philosophies que des fois, par exemple, dans la communauté de Mashteuiat, où tu as grandi aussi, quand on est jeune, on n'apprend pas cette philosophie-là à l'école ou directement, mais il faut comme
c'est de façon implicite. Puis c'est souvent en partant de notre communauté qu'on est comme « Hey, c'est vrai, dans notre communauté, nous autres, on gère ça, ça de même, puis ça, puis c'est ça qui se passe. » Mais on dirait qu'il faut avoir un recul, sinon on a l'impression que c'est ça que tout le monde vit, mais non, aussitôt qu'on sort, on voit que c'est d'autres dynamiques, c'est d'autres enseignements très différents. J'ai assez parlé, là. On est très, très proche de la fin de la table ronde, malheureusement. Mais j'ai envie de vous poser une dernière petite question très courte. En tant qu'auteurice de la relève, est-ce que vous avez l'impression de participer à quelque chose, un mouvement? On disait tantôt que du côté anglophone, bon, le côté anglophone a toujours un petit peu d'avance sur beaucoup de choses. Est-ce que vous avez l'impression que c'est en train de rattraper en français? Est-ce que vous avez l'impression de participer à ce grand mouvement de changement de mentalité? Est-ce que vous espérez participer à ça? Je sais, c'est une grosse question. T'as-tu emprunté ce livre-là? Je l'ai emprunté à la bibliothèque, fait que je vais le rendre tantôt si tu veux le prendre. Ah, ben oui, ben je vais l'emprunter. Moi, oui, ça devrait être bon. Ben là, je me sens mal un peu, j'ai l'impression d'avoir parlé beaucoup. Mais en tout cas, en fait, je ne sais pas trop quoi dire non plus. T'sais. Mais je disais ça tantôt, il y avait le Trickster là, au Morin Center, là, il me demandait la liberté d'expression, la Première Nation, c'est quoi ton opinion de la situation actuelle? Puis j'ai dit que j'étais content. Il y a beaucoup de choses. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on parle peut-être un peu trop des pensionnats, puis qu'on est peut-être dû pour passer à autre chose. Puis je pense que à chaque fois que je reviens à ce salon-là, je me rends compte que, premièrement, c'est toujours pertinent de parler de ces choses-là, je crois, mais je pense que plus que jamais, on nous écoute. Et moi, je suis content d'être un jeune auteur dans cette période-ci de la littérature autochtone. Parce que j'écoute, des fois mes collègues ou des gens qui m'inspirent, des fois même des mentors de la littérature qui me parlent de leur réalité il y a 20, 30, 40 ans. Puis c'était vraiment un autre combat, tu sais. Surtout quand on est dans le Canada anglais, oui, on dit souvent soit en avance, mais ici, ça bouillonne beaucoup. Tu sais. J'ai comme l'impression qu'on est en train de beaucoup rattraper ça. Puis c'est pas une course, c'est pas une course nécessairement, mais on parle de tellement de belles affaires. Puis tu sais, on essaye aussi de se parler entre nous, entre auteurs. Tu sais, c'est un des avantages des peut-être 14 auteurs autochtones aussi, c'est qu'on se connaît, tu sais, puis on se parle. Puis tu sais, je veux dire. Je suis en train de faire un bac en droit, puis j'ai déjà 14 projets pour les 5 prochaines années. Je ne devrais même pas faire ça. Là, je veux dire, je suis déjà en train de m'épuiser dans l'écriture, mais c'est le fun de vouloir faire ces choses-là. Puis définitivement, je pense qu'on fait partie tous des choses. Puis, je pensais qu'il me censurait. Je pensais qu'il fermait mon micro. Non, c'est parce qu'elle nous dit 5 minutes, puis là, je suis comme, ben là. Mais, ouais, c'est ça, tu sais. Puis Moïra, moi puis Moïra, on a quasiment sorti en même temps, là. Nos livres. Puis quand elle a sorti Mikun, là, un des avantages chez Anénoré, c'est que j'ai pu lire le manuscrit avant tout le monde, avant le public, puis de voir ce qu'elle amenait dans ce manuscrit-là avec justement Juliette qui, peut-être qu'elle aime une fille. Mais tu sais, c'est tellement fragile comme pas, tu sais, c'est vraiment genre, c'est hésitant, mais à part Shane Michael qui avait fait Fif et Sauvage, Chris, c'était le premier pas qu'on avait depuis un bout, tu sais. Même moi, je ne l'avais pas fait, puis je suis ultra gay, là, tu sais. Ça m'avait tellement fait plaisir de voir qu'on faisait partie de cette vague-là qui amenait ça, puis en tout cas, c'est ça. Fait que, mais là, parle, parce que tu as comme parlé 5 minutes. Oui, bien, en fait, ce que tu viens de me dire, ça me fait penser à une question qu'on m'a déjà posée, c'est pourquoi Migun elle aime une fille? Pourquoi elle n'aimerait pas un garçon? Parce que faut dire que comme l'enjeu amoureux, la petite intrigue amoureuse est un peu en arrière-plan par rapport à l'intrigue principale qui est la crise identitaire, l'appartenance à la culture, à la tradition, tout ça. Puis moi, ce que j'ai répondu à cette personne, c'est que c'est la réalité que j'ai connue
comme ado qui, à l'époque, s'identifiait au genre féminin, puis qui avait développé des sentiments amoureux envers une autre fille. Puis c'est la réalité que j'étais le mieux capable de raconter. Puis je pense que c'est de cette façon-là que je pouvais raconter une histoire plus authentique encore, puis aller chercher plus de gens encore, parce que j'ai fait un certificat en création littéraire. On m'a dit, en restant authentique, tu vas aller chercher l'authenticité des autres gens aussi. Puis, oui, je pense aussi, comme pour revenir à la question, je pense que on fait une belle relève, puis je pense qu'il y en a de plus en plus des autoristes autochtones. Puis je pense que chacune de nous a sa perspective, son soi à raconter, à révéler aux gens à travers l'autofiction, la fiction, la poésie, le roman, n'importe quoi. Puis je pense que tout ça, toute cette multitude de points de vue qu'on offre au public, je pense que c'est finalement ce qui va faire une richesse, puis ce qui va briser un peu justement les barrières qu'on se met dans nos têtes, puis on s'ouvre un peu à la multitude de possibilités que nous permet la réalité, que ce soit en amour, que ce soit dans l'exploration de l'identité, que ce soit dans n'importe quel autre aspect de la vie. Bien dit, vraiment. Là. J'étais là, oui. Je pense que ça va être le très beau mot de la fin, parce que malheureusement, j'aurais bien pris 1 heure de plus, je ne sais pas pour vous. Heureusement, Koyatong continue, donc vous allez pouvoir retrouver nos 3 autoristes demain à 9h, si vous vous levez tôt. Vous pourrez retrouver Marie-André Guil pour l'activité Un croissant avec, au café La Maison Smith sur la 3e avenue. C'est une activité gratuite, mais il faut s'inscrire. À 10h30, à la bibliothèque Christine Brouillet, Moira Wachteshkun Bacon donnera un atelier d'écriture pour les jeunes et les moins jeunes. C'est également une activité gratuite, mais sur inscription. Et à 11h, Alexis Volant sera en séance de signature. Excusez-moi, il est tard. Il fait déjà nuit. Il sera en séance de signature au Maureen Center, juste de l'autre côté de la rue. Donc on vous retrouve demain, et les activités, les tables rondes, les entrevues reprennent également à 10h ici, à la Maison de la Littérature. Merci beaucoup. Vous avez été un public extrêmement attentif. Merci à nos 3 autoristes qui ont si bien répondu à un sujet si vague et si fluide. Merci beaucoup. Merci à toi, Pascal.